Alors on me demandait souvent quels étaient mes goûts, mes personnages préférés, mes épisodes. Alors bien sûr j'y répondais à travers les FAQ, mais ce n'était pas toujours très confortable à suivre avec les dizaines d'autres questions. Donc du coup, voici une vidéo bien à moi où je vais vous parler de mes goûts ultra subjectifs autour de Saint Seiya. Tout ça n'engage que moi, attention. Mes épisodes favoris. Alors, il y a d'abord l'épisode 47. C'est mon épisode préféré sur Yoga. C'est celui qui m'a le plus ému. Et je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus en raison du très bon épisode 67 où Camus et Yoga s'écroulent à la fin. Quoi qu'il en soit, l'épisode 47 est le dernier réalisé par Tomoharu Katsumata. Et bien qu'il reprenne beaucoup de cases du manga, l'émotion est incroyable. A noter que l'animation des signes lorsque notre héros est en colère avait été auparavant utilisée sur la série Octonoken via l'épisode sur Yuda. Quant à la chute de Yoga, celui-ci semble être une référence à un épisode de Tiger Mask. Quel que soit le nombre de revisionnages, je suis abasourdi de voir que le moment de la mort de Yoga est tellement crédible, on y croit à la fin de l'épisode. C'est ça qui est dingue, il est très intéressant de voir à quel point la Toei Animation s'est appliquée à raccorder les wagons à travers le Crystal Saint qui n'a pas pu être gommé par magie, bien au contraire. Le personnage de Camus est magnifiquement introduit et semble imperturbable au premier abord avant de le voir éclater en larmes à la fin, rendant ce personnage assez unique et incroyablement attachant. Bref, c'est vraiment un épisode extraordinaire. L'épisode 85. Eh oui, il fallait forcément un épisode du royaume d'Asgard. Et quitte à en choisir un seul, c'est l'épisode qui introduit le passé de Mime. On reproche quelquefois aux fillers d'aujourd'hui de reprendre des ficelles du manga en les modifiant un tout petit peu. Mais avec les origines de Mime, franchement, on n'a aucun équivalent dans le manga, l'histoire est proprement originale et il est très difficile d'y rester insensible. Et malgré le crime de Mime, on continue d'avoir de l'empathie pour lui. Et pour mieux rapprocher le passé de Mime à Ikki, leurs bourreaux auront la même voix, et oui, Hidekatsu Shibata incarne respectivement Guilty puis Folken. C'est un choix très intelligent car, sur la première partie du flashback, on est en droit de penser que le père de Folken ressemble profondément au maître d'Ikki et tromperie il y aura grâce au Genmaken. On peut d'ailleurs souligner que Guilty et Folken meurent de la même façon. Tout a été minutieusement conçu sur Mime. Un épisode que j'aime profondément revoir en version française en raison du jeu sans faille d'Éric Legrand sur Mime. Et enfin qui tu es vraiment ? C'est pour ça que je ne t'ai jamais aimé. Pour toi, je n'étais rien. Tu m'as sans doute toujours haï au fond de ton cœur. En fin de compte, tu n'es qu'un vulgaire assassin qui essaie de dissimuler les crimes qu'il a commis, qui s'attaque aux femmes et aux enfants. Ta conscience est plus noire que l'enfer. Je te hais. Je te hais. L'épisode 111. Ah là 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 là. Un épisode de la saga Poséidon. Et oui, il en fallait un. Et là, à choisir, c'est celui-ci car il est très bien réalisé. C'est bien simple, j'aurais tellement adoré que la saga Hades se poursuive dans la foulée avec des épisodes de cet acabit. Vraiment, sur le plan technique, la partie Poséidon sera toujours ma favorite sur la série d'origine. Et cet épisode est brillant à plus d'un titre, et ce grâce à Shingoraki et Michimono. C'est déjà avec cet épisode que débutent les hostilités avec l'empereur des mers, et Seiya, qui est le premier à parvenir à son temple, est balayé si facilement. Le réalisateur Shigehatsu Yamauchi rappelle sur bien des aspects son travail sur le troisième film, notamment lorsque l'empereur renvoie le Pegasus Ryuseiken. Impossible de ne pas songer au film Abel à ce moment-là. Même chose avec le bras en l'air de Seiya. Alors que dans le manga, l'arrivée de Yoga et Shiryu est très bref.
Poséidon se contente de rester sur son trône et voilà, les clauses se brisent. Ici, Shiryu a le droit à un duel bien que très court avec l'empereur, perdant son casque dans la foulée. Ce genre de rajout, c'est vraiment savoureux. Il était intéressant aussi de voir Shiryu tenter de protéger Yoga avec son bouclier, montrant ainsi qu'aucune défense n'est possible face à ce dieu. Il y a un effet qui a quelque peu disparu aujourd'hui, ce sont les corps qui rebondissent. Bien que Seiya, Yoga et Shiryu sont épargnés par le chant d'Athéna, les voir tous les trois retomber est un excellent effet dramatique. Beaucoup de mauvaises langues s'amusent souvent à dire que les armures de nos héros se brisent dans tous les épisodes, mais pas du tout. La dernière fois que la clause de Seiya se brisait, c'était à la toute fin du sanctuaire. Du coup, cela joue grandement à renforcer le pouvoir exceptionnel de Poséidon. On pourra noter que la clause du Sagittaire intervient, reprenant alors l'animation bien connue et utilisée sur les 4 films. La dernière partie est consacrée à Shun. La chute du combat est formidable à travers la Nebula Storm. Le visage de Sorrento emporté par la tornade est incroyable. Avant cela, la partie au corps à corps entre les deux protagonistes est bien plus développée que dans le manga, avec une belle chorégraphie. L'épisode 57. Alors j'ai presque consacré une vidéo sur cet épisode génial. Pour la première fois, Ikki sera mis en déroute, mais d'une force. À chaque fois qu'on croit qu'il va se relever et produire une fulgurante contre-attaque, cela ne fonctionne jamais. Les effets spéciaux, en plus de ne pas avoir pris une seule ride, sont très intéressants, notamment lorsque Ikki semble être aspiré par Shaka. Le Gold Saint semble être invulnérable à ce moment-là de l'histoire et se délecte même du sort d'Ikki et Shun enfant. Ah, quel sadique! Et derrière ces paroles, ces actes sont incroyables, notamment la clause du phénix qui est pulvérisée si facilement. Bien sûr, il y a les déformations à travers Ikki et c'était jusque-là nouveau de voir ça. J'aime énormément cette animation où Ikki parvient à redresser son corps avant de recevoir le Rikudo Rinne. Sa fuite est intéressante également dans ses déplacements. L'abolition des 7 sens n'est pas en reste, et ce grâce au sublime thème Dans un rêve, qui est issu du premier film. Bref, l'aspect dramatique est parfait, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter sur cet épisode, tout a déjà été dit en fait. Alors dans les mentions honorables, nous avons bien sûr l'épisode 66 où Shiryu emmène dans la mort Shura. En termes d'émotion pure, il est magistral. Les meilleures musiques de Seiji Yokoyama sont utilisées pour sensibiliser au maximum l'impact de la présumée mort de Shiryu. Et Shura est un personnage habile et assez nuancé, capable à la fois de localiser le point faible de Shiryu, mais également de faire part de ses regrets à la fin de l'épisode. Bon, alors j'avais déjà consacré une vidéo à ce combat, je vais éviter de trop radoter sur le sujet. C'est en tout cas mon épisode favori autour de Shiryu. Autre combat excellent dans mon cœur, c'est l'épisode 70 où Shun est contraint de poursuivre son combat face à Aphrodite sans ses précieuses chaînes. Le déroulement est très inhabituel, c'est selon moi l'un des plus beaux épisodes dirigés par Nobuyoshi Sasakado d'ailleurs. La tension est palpable et c'est l'un des rares combats difficiles où Shun remporte la victoire. Bref, je l'aime beaucoup, là encore j'ai pondu une vidéo sur le sujet, donc pour ne pas trop me répéter, je vous y renvoie. Épisode 72. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis les débuts, ce n'est pas une surprise, mais oui, l'épisode 72 a toujours été mon favori, car ce n'est pas un épisode vraiment ordinaire. L'épisode n'est pas confié à Shingoraki et Michio Uno, mais il s'en tire haut la main grâce à Masahiro Naoi. L'épisode est spécial déjà car la seconde partie est originale et n'existe pas en manga, et par ailleurs, le combat entre Seiya versus Saga fait mouche chez moi. C'est tellement rare de voir Seiya déclencher son Rolling Crush. L'épisode commence avec l'abolition des sens de Seiya et dès le début, on se questionne sur ce qu'il va se passer. Et pourtant, Seiya se relève et utilise tous ses tours face à l'imposteur. J'aime terriblement cette animation où il passe derrière le dos de Saga.
ce combat, ce déroulement, on le retrouve un peu nulle part ailleurs, si ce n'est peut-être face à Thanatos. Et Saga semble être tellement résistant, on ajoute à cela le sound design de la salle du Grand Pop qui n'est pas en reste. Bien sûr, il y a Iki également, et là, pour la première fois, Seiya Twitch avec Iki. Cette situation met tellement bien en valeur la menace, un peu à la manière de Jagger dans le premier film. La réalisation de Shigetsu Yamauchi est très efficace, notamment sur la scène où Seiya est protégé par Iki, qui reste ma scène favorite. On a le droit à un très beau moment d'amitié où Seiya est encouragé par ses amis. Quand on y réfléchit bien sur cet épisode, il y a au moins 2 scènes qui font écho au premier film et qui étaient déjà sorties depuis bien longtemps. La scène où Iki prend le relais et bien sûr ce passage. Et on note la meilleure utilisation du thème de Tobey Pegasus où Seiya ne doit pas perdre un instant pour sauver Athéna. Oui, on connaît tous la fin et pourtant, ça marche du feu de Dieu. Bref, c'est mon épisode favori de la série d'origine. Alors, concernant mes personnages préférés, alors ça va aller vite. Les bronzes. Alors, concernant les bronzes, je les aime un peu tous et je ne vous donnerai jamais la même réponse selon mon humeur. Mais j'ai beaucoup d'affection pour Seiya et Shun et c'est peut-être pour cette raison que j'adore ce duo. Shun, Seiya, koko wa umi no soko nano ka? Mizu wa doko ni kieta nda? Alors objectivement, le début de l'arc Poséidon est bien meilleur en manga, il s'y passe beaucoup plus de choses, mais j'accroche tellement au duo Shun et Seiya, la manière dont ils découvrent ensemble le royaume, ça fonctionne à 100% chez moi. Bref, je suis un gros fan du duo Seiya-Shun. A contrario, je suis beaucoup moins fan du duo Shiryu et Yoga, peut-être parce que justement il s'y passe beaucoup moins de choses, mais quoi qu'il en soit, je suis très content de voir que ce duo fonctionnait à merveille dans le manga de Masami Kurumada à travers les volumes 23 et 24. Alors là, c'est difficile. Alors, sur la série d'origine, je suis très fan de Misty, le saint du lézard. Son combat est proprement culte. Le personnage, au premier abord, est très prétentieux, mais ses actions témoignent que c'est un saint d'exception. Mais je lui préfère peut-être malgré tout Algol pour son déroulement et le personnage permet d'y introduire le mythe de Persée. Malgré l'introduction des styles saints, ce combat a toujours été un de mes préférés de Shiryu. La situation lui est inconfortable vu l'arme cheatée de son adversaire. Et il y a Astérion qui est très sous-estimé, et pourtant Seiya ne le vaincra pas. Son pouvoir, Satori no Ho, lui donne un tel avantage de plus. Ce qui me plaît chez ce personnage, c'est sa relative intelligence par rapport à l'intrigue, notamment sur Marine. Sur la saga Hades, évidemment, le personnage d'Orphée est une véritable bouffée d'oxygène et réhabilite à lui seul cette classe, hélas ringardisée dans le manga. Orphée aura le droit à des interactions importantes face à Rhadamante et Hadès. Et si le juge des enfers se prend si facilement le Galaxian Explosion de Canon, c'est à cause du coup d'Orphée. Véritablement, Orphée mérite clairement son statut de sainte légendaire. J'aimerais tellement que dans une prochaine licence de Saint Seiya, un Silver Saint tire autant son épingle du jeu. Gold Saint, alors je l'ai souvent dit, mais je pense que c'est Aiolia. Et ce, pour la droiture du personnage, et pourtant, plus le personnage va évoluer et plus il nous rappellera de plus en plus Seiya. Et ça, Masami Kurumada comprendra qu'il y a une possibilité de faire un manga sur lui, projet qui sera finalement confié à Okada. En adaptation animée, on pourra retrouver Aiolia en héros dans la série Soul of Gold. Bon, le résultat est un peu décevant pour moi, mais voilà, chacun ses goûts. Il est intéressant de constater ô combien Aiolia, au fur et à mesure, devient un peu fonceur. Et ce, dès la fin du Sanctuaire si on y réfléchit bien. Il y a pas mal de petits détails qui l'ont fait se rapprocher de Seiya. J'aime beaucoup Canon des Gémeaux et également pour sa réhabilitation. Shura est un personnage intéressant, mais je lui préfère toutefois sa version animée, où il a cette réputation de saint le plus loyal envers Athéna. J'aime beaucoup l'animation d'Excalibur qui a été faite à l'époque.
des God Warriors. Alors je vais me répéter, mais je pense que c'est Mime, tout simplement. J'ai déjà évoqué pas mal de raisons sur lui. Donc évidemment, Bud et Siegfried sont des personnages très réussis également. Le sacrifice de Siegfried est juste génial. J'ai déjà tout dit là-dessus. Même chose sur Bud et sur ce beau gâchis. L'animation nous tient aux tripes. Alors chez les Mariners, je suis un éternel fan de Kazaa. Déjà, je trouve que son seiyuu est tout bonnement génial. Kiton Yamada parvient à rendre le personnage grotesque, mais pas seulement, on aurait presque pitié de lui lorsque son coup échoue sur Ikki. Le personnage a vraiment des expressions, des faciès, non vraiment je me délecte. Bien sûr, c'est un beau salopard, mais curieusement, à chaque fois que je visionne le passage où il voit apparaître Esmeralda dans l'esprit d'Ikki, eh ben, je suis frustré de voir que tout était dans sa tête et qu'il ne s'est pas relevé. Et pour des raisons purement superficielles, j'aime énormément le design de Bayan. Je regretterai à jamais qu'il ne soit pas bien mis en valeur. Et il est en plus incarné par le cultissime Sho Ayami. Bien sûr, le personnage de Sorrento est incroyable, pareillement pour Krishna. Non, le seul où j'accroche un peu moins, c'est étrangement Isaac. Alors Yo, j'adore sa fin très émouvante, il a protégé son pilier en sacrifiant sa vie. Mais au-delà de ça, c'est pas un personnage que j'adore non plus. Alors j'ai déjà beaucoup de coups de cœur, mais déjà oui, Rhadamante, je suis très fan du personnage. Alors je dois avouer que lorsque j'avais vu son apparition pour la première fois dans le tome 19 en japonais, oui, sa prestance, sa silhouette m'avait profondément marqué. Et pour bien indiquer au lecteur qu'il est puissant, il humilie très facilement Desmas et Aphrodite. Forcément, il en imposait pas mal. Mais bien sûr, il désobéit à Pandore, mais non sans raison. Le personnage était alors devenu une sorte de carte maîtresse pour le mangaka, qui attendra patiemment la fin de Junikyu pour le voir une nouvelle fois briller, et ce face à 3 Gold Saints, mais amoindri par le Kekai. Et de manière inattendue, le spectre sera confronté à Kanon. La fin du personnage reste une énigme pour moi, tant elle est bâclée. Mais je pense qu'à ce moment-là, Kurumada devait déjà savoir que son manga devait se terminer au plus vite. En dehors du spectre de la Wyvern, j'aime beaucoup Rune ou Lune du Balrog. Je trouve que le manga prend un peu de son temps pour nous le présenter et on a le droit à une scène à la Octonoken pour montrer ô combien il est puissant via Markino. Son design ressemblant un peu à celui d'un grand pop, il dégage quelque chose de fort et bien qu'étant du mauvais côté, il concède que Seiya et Shun avaient le cœur pur. Bien sûr, le personnage est assez radical et la réponse que lui donne Kanon est juste magistrale. Qui était-il au fond pour juger les humains s'il n'était lui-même pas un dieu ? Lors de l'adaptation des OAV, j'ai été super heureux de la réalisation de l'épisode où il apparaissait. C'est bien simple, c'est mon épisode favori de cette adaptation. La réalisation y est travaillée, notamment sur le passage Reincarnation, et l'animation tient largement la route. Oui, c'est clairement un épisode où le studio de Shingoraki a pu aller jusqu'au bout. Et en plus, un Français a bossé dessus. Bref, si vous avez un épisode à revoir sur le Mekai, je vous recommande celui-ci, même si les épisodes 7 à 9 sont pas mal non plus. Sur des spectres à détenir un temps d'apparition moins long, je dirais Gordon du Minotaur. Son pouvoir, sa force brute, son marteau dévastateur, oui, j'aurais aimé le voir affronter Shura. Phlegaias aussi, avec son look, sa technique aussi surprenante qu'efficace, c'est vraiment un coup de cœur pour ce spectre. Et pourtant, il disparaît hélas un peu trop vite. Mais oui, on a tendance à l'oublier, mais moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Alors les films, pour le premier, j'aime bien Orpheus et Jagger. D'ailleurs, le film est réalisé par Kozo Morishita et on retrouve un peu sa patte. Par exemple, si vous observez bien, la fin du combat entre Algol et Shiryu et celle du combat entre Seiya et Jagger, c'est le même type de travelling qui accompagne l'antagoniste, qui félicite d'ailleurs le héros.
Le second film, alors j'adore le design de Hurl, les effets spéciaux sur son épée, cette espèce de fourreau qu'on retrouvera plus tard sur Fenrir. Il a vraiment un design très réussi. Bien que l'arrivée du Phénix soit impressionnante, je suis toujours triste au fond de mon cœur de voir ce personnage périr aussi vite. Loki dispose d'un bon design également et j'adore les effets spéciaux de son attaque. Bien que vantard, comme souvent dans les films, le personnage a le droit à un traitement assez singulier, notamment sur sa fin. Derbal est un excellent boss de fin, rappelant finalement peu le combat de Seiya versus Saga. Dès qu'il se jette sur Seiya, on est sur un autre niveau. La musique nous le fait bien comprendre. Bon, alors c'est une surprise pour personne, mais j'adore Atlas, le saint de la carène. Son Burning Corona est juste dingue. Le personnage humilie beaucoup Seiya et au fond, ces scènes sont jubilatoires. Et le tout incarné par le cultissime Akira Kamiya. Celui-ci met parfaitement en valeur les moqueries qu'infligera Atlas à Seiya bien abattu. Et même sa mort est magnifique. Le tout couvert par l'une des meilleures musiques du compositeur selon moi. Abel est un dieu également très original. Cette fois-ci, on n'est pas du tout sur une menace voulant détruire le monde pour faire le mal. Le message est bien plus nuancé et l'amour qu'il voue à Saori le rend très attachant. Dans le quatrième film, alors j'aime beaucoup Astaroth et l'animation de ses coups et niveau design, c'est sans doute mon favori. Lorsque j'avais vu l'affiche à l'époque, via un fameux Télé 7 jours, je pensais alors naïvement que c'était lui le leader. Et bah hélas non. Dans le cinquième film, Thomas, j'ai envie de dire, bien que les deux autres anges ne soient pas si inintéressants que beaucoup le prétendent, j'aime beaucoup les réflexions discrètes de Théséus et Odysseus autour des bronzes, car on a affaire à des antagonistes qui ne surestiment plus les héros, ce qui est pas mal. Quant à Thomas, son histoire, sa sœur font de lui l'un des personnages les plus travaillés des films. Alors je l'ai toujours dit, mais je ne suis guère attaché aux premières musiques de la série. C'est aussi une des raisons pourquoi je suis si relou sur les concerts de Saint Seiya en France. C'est-à-dire que je continue de penser que le meilleur boulot de Seiji Koyama, eh bien, il a eu lieu sur les films. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, j'ai des goûts assez étranges, car oui, votre musique favorite a de grandes chances de ne pas y figurer. Donc attention, ce sont mes goûts et non pas les meilleurs morceaux de Saint Seiya. Et encore que, ça serait également subjectif. Et comme j'aime profondément le travail réalisé pour chacun des films, eh bien je vais choisir une musique de chaque. Alors attention, je vais également utiliser les codes de production visibles sur les livrets des CD, car souvent sur une piste, eh bien, il y a plusieurs morceaux. Les chœurs de Kazuko Kawashima sont juste larmoyants. Et si cette musique accompagne les premiers symptômes de Seiya par rapport à son empoisonnement et la défaite de Shiryu au Ghost Saint qu'il affronte, c'est incontestablement l'anime qui mettra en avant ce thème via le décès de Cassius et de Shiryu. Si tu veux mettre en valeur un drame dans la série, c'est le thème qu'il fallait utiliser. Cette piste regroupe les musiques M10, M11, M12 et M13, alors je vais me pencher surtout sur les musiques M11 et M12. Et voilà une musique absolument épique qui accompagne le très beau combat de Seiya face à l'imposteur Derbal. Une musique qui est impressionnante dans ses chœurs, un thème absolument dynamique. Sur la série TV, le thème se paye souvent cette réputation d'accompagner le climax final. Alors une toute petite partie de la musique sera utilisée lorsque Seiya est sur le point de détruire l'anneau des Nibelungen, ensuite elle est utilisée lorsque Poséidon Fou d'Orage attaque Athéna, et enfin je pense que c'est son utilisation la plus populaire, c'est celle de l'OAV numéro 13 où Seiya parvient à faire reculer le juge Radamante. Concernant la musique M12, la dernière partie est également épique pour accompagner la froide revanche de Yoga. J'aime particulièrement son utilisation sur Shiryu lorsqu'il fait face à Krishna. Évidemment, la mort d'Athéna, personne ne peut rester indifférent à ce thème. Et encore une fois, la voix de Kazuko Kawashima met tout le monde d'accord. Ce thème est triste, mélancolique, poétique. En fait, je pense que si la musique n'avait pas fonctionné, la scène, malgré toute la magnificence des dessins, de toute l'équipe du film, elle n'aurait pas eu le même impact. C'est dire l'importance de la musique.
Alors, je triche car il y a en réalité 3 thèmes sous ce titre. La première partie, une belle réussite. Alors, ce thème est majestueux. Bref, on va dire que des banalités. Mais par contre, j'ai un gros coup de cœur sur la musique qui accompagne Seiya lorsqu'il est dans son appartement. Cette merveille est hélas trop courte, mais bon sang qu'est-ce qu'elle fonctionne chez moi. Et bien sûr, la dernière partie, c'est la musique consacrée à la mort d'Atlas. Et là, malheureusement, le vocabulaire me manque, mais cette musique sera à tout jamais, je pense, ma musique préférée de tout ce que j'ai entendu de la part de Seiji Koyama. Dans la rythmique, tout est juste parfait et absolument calibré pour l'instant la scène. Et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, cette musique n'a jamais été utilisée dans la série ou dans les OAV. Alors ce titre rassemble les musiques M523, M524 et M525. Je ne parlerai que de la première et de la dernière. Alors ce thème accompagnant la flèche de Seiya est tellement intense. C'est une musique très sous-estimée par les fans je pense. Alors oui, le générique de fin, on voit apparaître des vaches, d'accord, mais le thème chanté par Kazuko Kawashima est culte dans mon cœur. Et Dieu sait qu'autour de moi, je ne connais pas beaucoup de personnes à apprécier cette musique. Pour ma part, elle est en haut du panier. Ce thème a la particularité dans le film à envelopper les 5 bronzes du film, bien qu'étant à des endroits différents. J'aime beaucoup la dernière partie de cette musique où Seiya rejoint une partie de ses compagnons. Les chœurs, le côté solennel de la musique est efficace. Et pourtant, on sent qu'on n'est plus en 1989. Je trouve vraiment cette musique très ambitieuse. Alors ce thème fut particulièrement bien choisi dans l'OAV numéro 9 du Mekai lorsqu'Athéna faisait face à Hadès. Voilà, c'était une rapide sélection musicale. Évidemment, il y a énormément d'autres musiques que j'adore, par exemple le générique de fin du film Asgard. Mais bon, on se réserve ça bien sûr lorsque la vidéo autour de Seiji Koyama sortira. En attendant, et comme d'habitude, je vous recommande chaudement encore et toujours la chaîne de Inori Music. Et c'est qui le chevalier d'or le plus puissant pour toi ? Alors c'est une question qui hante beaucoup les fans, alors moi je n'ai pas de véritable réponse bien entendu. Pour moi, selon moi c'est subjectif, Doko, Saga, Shaka sortent clairement du lot. Après pour la série d'origine, il ne faut pas oublier non plus que Bandai tenait absolument à ce que les 12 chevaliers d'or, les 12 Gold Saints puissent se vendre en jouets. Donc il était important de donner un air faussement équivalent lorsque chacun d'entre eux devait intervenir. Alors après, je n'ai jamais caché que j'étais un peu mal à l'aise à faire des vidéos sur des classements. En revanche, si on veut se pencher vers un classement presque officiel, oui c'est possible, mais je vous préviens, le résultat va pas vous plaire. En effet, dans le guide encyclopédique qui se nomme également le Taizen, il y a des statistiques sur chacun des Gold Saints, voire même les spectres et les bronzes. Mais bon, là on va parler des Gold Saints, répartis par catégorie, à savoir points, projection, pied, esprit, outils. Alors dans les faits, c'est plutôt un classement pour savoir quel est le Gold Saint le plus polyvalent. J'en avais parlé lors d'une vidéo FAQ, mais bon, la visibilité c'était pas terrible, donc je me dis pourquoi ne pas le faire ici. Donc à la dernière position, nous avons Aiolia qui totalise un score de 12. Oui, je suis vraiment dégoûté. Aldébaran, Deathmask et Camus font 16 points. Shura 17, Mu 18, Aphrodite 18 points. Saga, Shaka et Milo totalisent 19 points. Aiolos, qui est donc un saint d'exception, totalise 22 points. Il est donc à la 3e place. En seconde position, nous avons Doko qui totalise un score de 24 points. Et à la première place, nous avons Sion qui est à 5 partout. Donc Sion est le saint le plus polyvalent. Voilà, je ne sais pas ce que vous ferez de cette information, mais en tous les cas, si vous voulez un classement, c'est le seul que je pourrais vous fournir. Et bien voilà pour cette vidéo un peu spéciale sur mes goûts dans Saint Seiya. Il faut savoir que cette vidéo avait été conçue au mois d'avril 2022, juste un peu avant la vidéo sur Iki, mais j'avais pas trouvé le moment où la sortir, je me suis dit donc voilà. Du coup j'ai refait quelques petits passages pour cette vidéo, puisqu'elle sort du coup maintenant en mars 2023. Voilà, j'espère que vous aurez aimé en tous les cas, et puis n'hésitez pas à me faire part de vos goûts, de vos épisodes préférés, de vos musiques, le tout dans la joie et la bonne humeur. Voilà, prenez soin de vous et surtout, salut!